le cloud. Ok, je suis aussi d'accord. Tac. Et puis, je pense que c'est bon. Je vais vérifier. Je vérifie quand même sur ma page ou pas. Tac. Alors, n'hésitez pas, s'il y a des gens qui sont déjà là, de nous dire si ça marche. Si vous nous voyez, tout ça, tout ça. Ouais, c'est aussi sur ma page. Ok, super. Et du coup, les commentaires, ils apparaîtront de toute façon sur ta page, hein. Oui, c'est ça. Alors, attends, parce que ma soeur... Attends, j'ai des gens en parallèle. Ah, une personne est arrivée. Ah non, c'est Oui, peut-être toi. oui. On y va. Attends. Ah, c'est bon. Il y a Olivier qui nous confirme que la technique est OK. Ah, Merci, Olivier. merci Olivier. Bienvenue. Bon, on commence alors. Donc, Delphine, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, de la philosophie du hamac, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui pour cette interview que moi j'appelle toujours des interviews expérientielles, hein, où on va au cœur de l'expérience. Donc, l'idée, c'est que ceux qui nous rejoignent, vous pouvez vous imaginer déjà vous poser dans un hamac et puis, ouais, tranquillement vous relier avec nous. Je suis vraiment ravie aujourd'hui d'avoir Caroline avec moi. C'est la première fois. Et pourtant, ça fait un petit moment qu'on chemine toutes les deux. Donc, c'est un véritable cadeau que tu me fais aujourd'hui d'être là pour partager ton chemin, ton expérience, ton histoire. Parce que toi et moi, on sait que c'est aussi quand on parle du chemin qu'on va connecter avec les autres dans cette authenticité, dans cette vulnérabilité. C'est quelque chose que tu fais depuis longtemps, déjà à travers ton premier ouvrage, Tremper ma plume dans l'encre de l'amour, les prochains ouvrages qui arrivent, et puis toutes tes publications sur Facebook, où déjà tu as partagé bon nombre de sujets. Le dernier était aussi l'endométriose, et puis aujourd'hui, tu partages sur ce que tu vis. Et on voit à quel point tes textes y font du bien, parce que comme tu as cette magie d'aller au cœur de toi-même, ça vient voilà, amener quelque chose à l'autre, et ça demande du courage et c'est beau. Et une fois, tu sais, on s'est dit, tu vois, c'est marrant parce que souvent on va croire que le chemin de vie, la mission de vie, ça s'arrêterait à un domaine professionnel, alors que en fait, on voit que ça dépasse largement ce conditionnement même, où toi, dans tout ce que tu traverses, tu le partages et il y a quelque chose qui vient connecter fort avec l'autre. Donc, c'est pas un chemin facile. Et en tout cas, voilà, tu le relèves haut la main parce que tu as cette conscience en toi qui va toujours aller chercher, hein. On est un peu, nous, des investigatrices de terrain, à la recherche d'indices, d'ouverture de cœur, d'ouverture de regard. Et de toute façon, quand les choses, elles arrivent, on a bien compris au bout d'un moment qu'il ne servait à rien de lutter contre, mais que, ok, c'est là. Donc, accepter ce qui est. Et depuis cette acceptation, laisser encore le cœur encore plus s'ouvrir. Voilà. Donc, merci déjà, Caroline, d'être avec moi aujourd'hui et avec tous ceux qui nous rejoignent. Euh, Par quoi on pourrait commencer? Je sais pas, déjà là, est-ce que tu aurais envie de dire quelques mots de présentation pour ceux qui ne te Bah, connaissent déjà, pas? ah bah oui, déjà te dire merci pour ce cadeau aussi que tu me fais de, voilà, de me recevoir pour cette interview. Euh, J'avais pas percuté qu'on l'avait jamais fait en fait, mais c'est chouette et voilà, c'était comme une évidence. Alors alors attends, pour ceux qui me connaissent pas, je suis Caroline, j'ai 43 ans.
Je vis en Alsace. Je suis plein de choses. Je suis, j'écris, je vis et comme tu viens de dire, quoi, je vis ma vie comme une grande expérience et qui est là pour m'apprendre plein de choses. Et j'aime partager ça en fait à l'écrit, dans mes textes, sur mes réseaux sociaux. J'ai fait un premier recueil, mais aussi en fait, plus ça va, plus je sens que j'aime le partager de vive voix, parce que ça ajoute une autre dimension en fait. Euh, et du coup, c'était comme une évidence pour moi que quand je parlerai de vive voix de ce que je traverse depuis un mois, ça sera avec toi et pas toute seule en fait. Bon, on s'est déjà fait des défis live, des lives ensemble, mais où là, je me sentais pas de le partager seule. Et voilà, c'était comme une évidence et que je t'ai demandé. Delphine, est-ce que tu pourrais m'interviewer ou du moins m'accompagner sur ce chemin de partage avec le monde, avec ceux qui ont envie d'entendre ce que j'ai à partager. Donc voilà ce que j'ai envie de partager là et après on pourra rentrer plus dans le vif du sujet. On va plonger ensemble. On va plonger. Alors déjà, donc il y a déjà du monde qui nous a rejoints. Donc Olivier, tu dis Delphine, la connexion est un peu aléatoire. Ouais, c'est un peu, je suis dans les montagnes, moi, et il pleut aujourd'hui, donc bon, c'est pas moi qui vais trop parler. Moi, je vais juste poser des questions aujourd'hui. Donc j'espère que ça va tenir le choc, la connexion. Anne Soleil qui est là, coucou les beautés, vous êtes sublimes comme toujours. Caroline, bonjour l'impératrice. Alors, ben on va rentrer direct hein, dans le vif du sujet. Donc il y a un mois pile, tu me disais, enfin demain ça fera un mois. Ouais, t'apprends donc que tu as un cancer du sein. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur tout ça, l'annonce, euh, voilà, qu'est-ce que tu vis toi à ce moment-là? Qu'est-ce que tu ressens quand il se passe tout ça? Est-ce que tu peux nous donner les étapes? Parce que le cancer, finalement, c'est quelque chose qui va tous à un moment donné nous toucher de près ou de loin, que ce soit les amis, la famille, nous-mêmes. Et, euh, et donc à la fois, on va essayer là dans cette interview, puis certainement qu'il y aura d'autres moments qu'on va partager, hein, des causeries, on s'était dit, l'idée ce serait de faire des causeries, euh, d'aussi voir ce qui se passe chez chacun. Donc déjà, chacun aussi là peut peut-être se connecter avec ça quand aussi quelqu'un vient de nous annoncer qu'il a un cancer. Qu'est-ce que ça réveille chez nous hein, la peur de mourir, le cancer, c'est vraiment aussi lié à ça. Et donc, comment toi, t'as vécu ça? L'annonce, tout le début. Pose-nous un petit peu le décor. Je vais poser le décor. Alors, déjà, je vais revenir sur un autre diagnostic qui a été posé en fait le 17 mai dernier, qui est un diagnostic d'endométriose. Donc, en fait, moi, ça fait plusieurs années où j'ai des grosses douleurs au niveau du bas-ventre, donc pas forcément pendant mes règles, mais en dehors. Et j'ai fait des grosses crises justement l'été dernier, au point de perdre du poids, de plus savoir quoi manger. Et donc, je me suis orientée vers un gastro-entérologue qui m'a fait passer un scanner. Et à l'occasion de ce scanner, on m'a découvert un kyste qui avait déjà été identifié, mais qui était toujours là. Et finalement, a commencé un parcours de diagnostic autour de ce kyste qui, à cette époque-là, j'étais en région parisienne et n'a pas abouti. En fait, j'ai rencontré des médecins, comment dire, un peu paternalistes, voire beaucoup, où la piste d'endométriose avait été posée, mais pas. Ils n'ont pas voulu. Enfin, un des médecins m'a dit non, non, on voit dans 6 mois si le kyste est là, toujours ou pas. En attendant, prenez du Spasfon, du Doliprane et voilà. Et en fait, donc fin décembre, donc je reste avec ça au mois de décembre. Et j'ai toujours mes douleurs et j'ai par crise. Et puis, c'est décembre. Et là, je suis en arrivant, Ah, ça saute. réussi à reprendre le parcours. Ah, Zut!
Non, on avait dit pas de couac technique aujourd'hui. Ça va revenir. Attends, sinon, j'ai mon... On va faire un truc. Ah, mais là, ça va mieux. Je vais quand même faire un truc. Ok. On va voir si ça... Est-ce que là, toi, tu m'entends? Ouais, je t'entends bien là. On va voir. Pour le moment, on va voir. Sinon, si ça ressaute, dis-moi. Ok. Du coup, je sais plus. Je m'installe en Alsace Mhm. et j'ai de nouveau une crise de douleur. Donc, je décide de reprendre le parcours médical, de me dire, bah, j'arrive dans une nouvelle région, allons-y. Et là, on me conseille un médecin qui habite à 5 minutes de chez moi. Et donc, ce médecin me dit, bah non, on va aller au bout de la piste médicale de l'endométriose. Donc, il m'envoie dans un centre à Strasbourg spécialisé sur tout ce qui est obstétrique. Et voilà, tout le process se fait. Et donc, le 17 mai, je passe un IRM. Et là est confirmé le diagnostic d'endométriose avec un soulagement, en fait, d'avoir enfin un mot, une maladie posée, en fait, sur un mal et me permettant ainsi de partir dans son exploration. Parce qu'en même temps, je vivais déjà cette douleur, j'apprenais à vivre avec, à l'accueillir. Euh, et, euh, et du coup, là, ça me permettait d'aller plus loin, en fait, dans l'accompagnement de ces douleurs et de cette maladie. Il faut savoir que l'endométriose est donc juste pour refaire un petit peu de contexte, c'est des cellules du type de celles qu'on a dans l'endomètre qui vont aller ailleurs dans le corps, là où elles ne sont pas censées être. Elles vont sortir en fait de la matrice de l'utérus et se mettre ailleurs. Et en fait, selon le cycle hormonal, elles vont réagir comme l'endomètre et donc provoquer des lésions, des douleurs et enfin, des grosses douleurs. Et c'est une maladie y a, pour chaque femme, il y a une endométriose, en fait, puisque les cellules peuvent aller n'importe où. On ne connaît pas tout, alors que cette maladie est connue depuis très, très longtemps. On ne connaît pas tout. Elle a été très peu étudiée. Là, là, vraiment, il commence à y avoir de la recherche et de la prise en compte. Mais du coup, voilà, j'ai basculé dans un monde et j'ai voulu parler de ça parce que du coup, je découvrais le milieu médical, la différence entre différents médecins. Là, je rencontrais, là où j'habite, un médecin extraordinaire qui prenait en compte mon aspect physique et mes douleurs, qui en tenait compte et qui en même temps me dit, on va aller voir d'un point de vue énergétique, émotionnel. Euh, euh, il me manque un mot. Et il ne me le disait pas encore à l'époque, mais il y a un autre plan qui était prêt à m'emmener voir. Et du coup, moi, j'étais là-dedans. Et en même temps, avant une crise d'endométriose, j'avais eu mal au sein. Je touche, je vois que je sens c'était début juin, je sens que je vois une dureté. Et donc, première réaction, c'était oh, mon Dieu, j'ai une tumeur. Et c'est vraiment parti comme ça. Et j'étais vraiment dans une psychose que j'ai tout de suite, en fait, étouffée. Parce que c'était trop en fait. J'apprenais que j'avais de l'endométriose, j'avais ça. Et du coup, mon médecin me dit, ça se trouve, c'est en lien avec votre endométriose et votre cycle hormonal qui va être perturbé. Ça peut aussi, au niveau des seins, provoquer, voilà, je ne sais plus c'est quoi le terme, mais voilà. Donc, je me suis réfugiée là-dedans en me disant, bon, bah, c'est ça, tout va bien. Néanmoins, j'avais quand même pris rendez-vous avec lui pour l'endométriose. Et quand on s'est revus, il m'a dit, on va quand même faire une échographie, mais ne vous inquiétez pas. Et donc, je vais à une première échographie le 22 juin, une mammographie, échographie mammaire. Donc, c'est la première fois que je passe ça. Et là, en fait, donc, elle me fait l'examen, la médecin radiologue, et elle me dit, bon, ben, on va devoir vous allez devoir faire un prélèvement, une ponction. Donc moi, je suis en mode, ah bon, mais pourquoi? Elle me dit, bah là, vous remplissez vos lésions, remplissent des critères qui nous font faire cette démarche. Mais je sentais bien que les mots n'étaient pas trop posés. Je lui dis, mais est-ce que ça veut dire que ça peut être un kyste, ça peut être malin, bénin? Elle me dit, en fait, on ne peut pas vous dire là, c'est juste que vous remplissez des critères, on fait la ponction. Donc, ils me prennent un rendez-vous que j'ai dès le lendemain.
dans un autre laboratoire, mais toujours avec la même personne. Et donc là, je me retrouve en laboratoire à faire une ponction. Donc, au niveau du sein, ils vont dans les lésions retirer. Moi, j'en ai 2 de lésions. Ils vont prendre des cellules et ensuite une biopsie, enfin une anamatopathologie. Bon, j'ai pas encore tous les mots en tête. Va être faite. Ils vont étudier qu'est-ce qu'il y a en fait. C'est quoi ces cellules. Et elle me dit, vous aurez la réponse dans, je crois qu'elle me dit une dizaine de jours. Donc moi, je mets tout en enfin, je mets en stand-by mes réactions. Je me dis, attendons d'avoir le résultat avant d'imaginer quoi que ce soit, en fait. Et juste au niveau de toutes ces informations là qu'on te donne, de la ponction, comment euh, au- le personnel, comment tu vis ça? Comment ils sont avec toi? Qu'est-ce que tu ressens? Euh, alors là, en fait, donc déjà, j'avais euh, avant de venir en Alsace, j'avais un regard assez sévère sur le milieu médical parce que je trouvais que j'avais en face de moi des experts dans leur spécialité et qui n'étaient pas énormément à l'écoute. Je me souviens de ce gastro-entérologue qui me reçoit, qui remplit d'abord son fichier avant de simplement me dire bonjour, pourquoi vous venez, euh, et qui, enfin moi, c'est comme ça que je me projette dans une relation. Bonjour, pourquoi vous venez, comment vous allez, qu'est-ce qui se passe. Et après, éventuellement, on remplit le fichier. Ces fichiers où ils vous disent, vous avez des enfants, pas d'enfants, vous avez fait ci, vous avez fait ça, vous êtes allergique. Là, il le remplit direct en mode administratif. Et ensuite, il écoute. Mais avec ses regards sévères, ils expliquent. Mais il y a toujours, j'ai rencontré aussi beaucoup d'hommes, enfin d'hommes et de femmes, parce que j'ai eu aussi une femme gynéco. Euh, voilà, ils sont vraiment dans leur truc, dans leur expertise, et je les sentais pas vraiment d'écoute. Et quand je suis arrivée en Alsace, que déjà je découvre ce médecin généraliste qui me reçoit à l'heure pendant 1 heure pour le prix d'une consultation normale et qui m'écoute aussi bien quand je lui dis j'ai mal au corps, il me dit et qu'est-ce qui se passait dans votre vie à ce moment-là et qui va sur tous les aspects en fait. Déjà là en fait, je me suis dit ah, il existe une autre façon de pratiquer la médecine, celle que j'imagine, elle existe. J'ai au moins un docteur en face de moi qui pratique ça. Ensuite, quand il m'a envoyé pour aller rencontrer une gynécologue, là, j'arrive dans un grand centre ça s'appelle le CMCO, c'est vraiment le centre d'obstétrique de Strasbourg qui est rattaché aux hôpitaux universitaires, au CHU. Et là, je tombe, donc je suis avec des femmes, mais je ne pense pas que ça soit lié que au sexe. Je tombe sur une femme qui, avant chaque geste, me demande l'autorisation de me toucher, de me faire l'échographie, de me faire les examens. Là aussi, j'ai été énormément surprise parce qu'elle reste experte dans son domaine de la gynécologie, mais déjà, il y a une attention au geste qui est porté. Peut-être pour ceux, pour les hommes, pour voilà, les gens qui n'ont pas entendu parler de ça, je me suis habituée, je vais dire en jeu parce que je ne vais pas généraliser, mais moi, je me suis habituée à ce qu'on ne me demande pas l'autorisation de pratiquer un examen. Mais là, il y avait vraiment une attention que j'avais jamais rencontrée et ça a vraiment changé ma perception en fait déjà du milieu médical. Et quand j'arrive pour faire l'échographie, mammographie, avec aussi en tête ce que j'avais pu entendre, hein, ça fait mal, c'est douloureux, faites attention, dites-leur bien qu'ils ne vous pressent pas trop le sein à gauche parce que vous avez mal. Enfin, et en fait, je suis tombée face à des gens qui considérait tout ça. Je vois aussi la technique a beaucoup changé. Et la radiologue, en fait, était très... Je sentais qu'elle ne voulait pas me paniquer parce qu'il n'y avait pas de raison encore de paniquer. Mais en même temps, ça manquait peut-être un peu plus d'explications, moi qui suis très curieuse. Mais en même temps, ça m'apprend aussi que c'est à moi de poser les questions et d'oser poser les questions. Et ça, c'est tout nouveau pour moi de me dire, mais c'est mon corps et je suis curieuse et moi, je veux comprendre comment il fonctionne. Et du coup, cette radiologue était vraiment extrêmement à l'écoute, prête à répondre à mes questions. Et j'ai pu le constater aussi. Alors, déjà aussi, ce qui s'est passé, c'est que déjà, quand elle me dit il faut faire une ponction, là, j'ai eu un moment, je suis arrivée dans ma voiture et je me suis mise à pleurer, même si je me disais, on va pas
faire de projection, de supposition. Il y avait comme un truc de, mon Dieu, on vient de te diagnostiquer l'endométriose et là, il y a encore un truc. Il y a un autre truc. Et là, il y a eu comme waouh, comme un sorte de gouffre comme si le fond, là, ça descendait encore d'un cran. J'ai eu cette sensation. Et après, je me suis dit, une chose à la fois, demain, on va à la ponction. Et à la ponction, en fait, je suis tombée... donc, quand tu fais une ponction, il y a la médecin radiologue qui fait la ponction et elle est accompagnée... là, il y avait 2 personnes qui l'assistaient. Et celle qui m'a reçue m'a dit, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, on va tout vous expliquer, mais surtout poser des questions, vous nous dites si vous n'êtes pas bien et tout. Donc vraiment, ça reste le milieu médical, mais donc voilà, des salles blanches, froides, mais il y avait déjà quand même une chaleur chez ces femmes où elles m'expliquaient tout, elles répondaient à mes questions. Donc par rapport à... Déjà, j'avais ma vision du milieu médical qui avait beaucoup bougé. Et là, j'ai vraiment rencontré des personnes qui prenaient en compte la personne que j'étais, en fait. Et tout ce Considère que l'humain. voilà, c'est ça, ouais. Du coup, et que je suis une personne, je ne suis pas juste un corps qu'on va étudier. Et du coup, donc ça, c'est le 23 juin, je crois. Et 7 jours après, je reçois un appel le 30 juin, le matin. On me dit, ça y est, on a vos résultats, le docteur veut donc vous recevoir pour vous les annoncer. Donc, il m'avait prévenu qu'ils n'annonçaient pas par téléphone. Donc, voilà. Et le matin, on avait, toi et moi, une séance avec Guylaine pour le Grand Oui. Et je me suis dit, bon, très bien, je viendrai cet après-midi. Bon, il y avait un truc comme, non, j'ai ça à faire, donc je viendrai cet après-midi. Puis après, j'ai vu que ça commençait la moulinette. Et là, je me suis dit, en fait, Caroline, non, vas-y tout de suite. Vas-y tout de suite. Ça ne sert à rien d'attendre de mouliner, quel que soit ce qui va en sortir. Arrête de mouliner, en fait, et vas-y. Donc, je vous dis, je fonce. Et du coup, là, je me rends, de nouveau dans ce centre. Et là, c'est la médecin radiologue, en fait, qui me reçoit. Et donc, qui avec plein, j'ai l'émotion là qui remonte, mais qui avec vraiment, elle, ouais, mais enfin, super, quoi, qui me dit, bah voilà, les cellules sont cancéreuses. Donc là, tout d'un coup, c'est, mon Dieu, quoi, mon Dieu, le mot cancer. Le mot cancer. Elle n'a pas dit le mot cancer, elle ne dit pas le mot tumeur, mais elle dit les cellules sont cancéreuses. Et là, donc moi, je me mets à pleurer et elle me dit, allez-y, lâchez, lâchez. Elle me dit, et donc elle me laisse accueillir ce qui me traverse. Et après, en fait, elle me dit, pas tant pour me rassurer, mais elle me dit, vous savez, un cancer du sein, maintenant, c'est complètement curable. Voilà, elle me dit ces mots de médecin aussi. Elle me dit, il y a plein de centres à Strasbourg qui sont très bien. Voilà ce qu'il faut faire. Donc, voilà, elle prend le temps de tout ça. Et puis, elle me laisse pour faire le compte-rendu pour que je puisse le récupérer. Entre-temps, passe l'assistante qui avait eu à la ponction pour savoir comment ça va. Mais bon, je me retrouve quand même dans ce petit cabinet toute seule avec cette nouvelle. Et voilà. Et du coup, je repars, je monte dans ma voiture. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que j'appelle ma mère et je lui dis, bah voilà, maman, en fait, les cellules sont cancéreuses. Et là, c'était, comment dire, pour moi, c'était un moment fort, en fait, de juste déposer ça, en fait, à ma maman, en fait. De dire là, en fait, c'est là, quoi. Parce que jusqu'à présent, j'ai toujours été quelqu'un, je suis courageuse, j'ai besoin de personne, je me débrouille toute seule. Et même si je partage beaucoup de choses, il y a ce côté très le fort, je ne te montre pas tout, quoi. T'inquiète. Et là, en fait, c'était... là, je dépose, en fait. Et ça a été un moment clé, en fait, pour moi, de déposer ça dans toute mon histoire, en fait. Et voilà. Et donc, je me retrouve avec ça.
à rentrer chez moi. Et du coup, avec vous qui, je ne sais même plus après ce qui s'est passé, si je vous ai, je crois qu'on s'est connectés ensemble, enfin voilà, donc vous qui étiez là pour accueillir ça. Euh, et ouais, après, c'est, voilà, je me retrouve avec ça et en même temps avec ok, j'ai tout de suite écrit à mon médecin, en fait. Attends, j'ai tout de suite écrit à mon médecin, en fait, pour lui dire les cellules sont cancéreuses, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, lui m'a tout de suite. Alors, il faut savoir qu'en plus, à ce moment-là, il était en vacances. Enfin, il n'était pas en France. Il était à l'étranger. Moi, j'ai supposé que c'était en vacances, mais hyper disponible par SMS. Et du coup, on s'est appelé et voilà, on a discuté. Et après, il m'a tout de suite dit moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller à l'ICANS. Donc, c'est l'Institut de cancérologie de Strasbourg. Et du coup, immédiatement, si c'est le jour même, c'est peut-être le lendemain matin, j'ai appelé cet institut pour prendre rendez-vous parce qu'il y a à la fois il y a tout ça qui arrive et en même temps il y a le truc le mot cancer quoi et le mot et le faut y aller là, faut y aller, on ne sait pas ce que c'est, il faut y aller, il faut lancer la machine médicale en fait et du coup dès le lendemain en fait je crois que c'est le lendemain matin, j'appelle l'ICANS et je suis tout de suite prise en charge par téléphone. Une chirurgienne m'appelle. Elle part en vacances le soir même. Elle m'a dit, je ne vais pas pouvoir vous recevoir, mais je vais prendre tous les rendez-vous qu'il y a à prendre pour pas qu'on attende que mes vacances soient passées pour lancer les choses. Et donc là, entre-temps, elle récupère plus d'informations auprès des laboratoires parce qu'il y a ce premier résultat, c'est les cellules sont cancéreuses. Ensuite, dans le cas d'un cancer du sein, on va voir quel type de cancer c'est précisément, parce qu'en fonction du type de cancer, on va adapter le traitement. Et donc, eux, une fois que j'ai dit à l'ICANS ça, c'est eux qui ont tout fait. Et pour ça, vraiment, qu'est-ce que j'ai pu maudire notre État et le système médical, mais il faut dire qu'ils sont d'une extraordinaire réactivité, en tout cas dans mon expérience. Et du coup, j'ai été prise en charge en fait d'un point de vue procédure médicale. J'avais plus qu'à attendre les appels qu'on me dise voilà. Et du coup, la chirurgienne m'appelle en fin de journée en me disant je suis désolée de faire tout ça par téléphone, mais je veux pas attendre mon retour de congé. Donc voilà, vos cellules sont cancéreuses, on va faire ça, 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 chimiothérapie, on va vous poser une chambre. Donc je vais prendre rendez-vous pour ça et pour un PET scan et pour voilà. Et elle balance comme ça plein de mots. Donc moi j'ai cette capacité à les engranger. Voilà, ok, je prends des notes et voilà. Voilà, je vais m'arrêter là parce que pour voir. Euh, ouais, c'est ça, il y a cette Reviens. rapidité. Ouais, vas-y. On aurait dû prévoir la boîte de mouchoirs direct. Voilà, elle était trop, je l'ai pas prévu. Ah, moi. Je suis mouche, ok. Ouais, il y a cette rapidité qui s'enclenche. Hein, moi, j'ai une autre amie qui a déclenché un cancer où ça se passe pas du tout de la même manière. Il y a vraiment cette lenteur, au contraire. Et toi, vraiment, il y a comme quelque chose qui paraît quand même urgent. Donc toi, tu prends là toutes ces informations, il y a ces émotions qui remontent. Qu'est-ce qui se passe dedans? Tu vois, est-ce qu'il y a un discours interne? Euh, c'est quoi les émotions qui te traversent? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de Caroline à ce moment-là? Au départ, au départ, ok, il y a la Caroline organisée qui se met en branle, en fait, qui réagit en fait à l'énergie de cette chirurgienne. Euh, donc, qui prend toutes les notes en mode ok, bon élève, ok, je prends toutes les notes. Donc, il faut faire ça, ça, ça. Donc, j'attends. Et puis, et puis et là, je vois en fait que je suis prise dans une énergie un peu stimulante en fait. Donc, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et je suis pas sûre que là, tout de suite, j'écoutais les émotions.
même si j'ai quand même beaucoup pleuré. Mais j'étais vraiment en mode, bon, bah là, parce qu'il y a une machine médicale qui se met en route. En 15 jours, j'ai jamais autant passé d'examens de ma vie. Euh, et tout organisé. En plus, administrativement, j'étais encore rattachée dans les Hauts-de-Seine. Mon médecin d'ici n'était pas mon médecin traitant. Donc, il y a la machine Caroline qui s'est mise en route en même temps que la machine médicale. Et en même temps, parce que tu vois, c'est comme si je pensais qu'à ça et j'ai oublié, mais en même temps, je sais que avec les copines de l'élan créatif, avec d'autres personnes, où j'ai commencé à l'annoncer tout de suite. Moi, je vais pas garder ça pour moi très longtemps. Euh, Bah là, à chaque fois que je l'annonçais, je sentais hein, qu'il y avait un truc qui avait besoin de sortir, quoi, que c'était là. Et je me souviens un des trucs très forts, c'est un matin, en fait, je me réveille et tout d'un coup, je me dis, mais je vais mourir. Parce que pour dire, moi, le cancer, mais jamais, jamais j'aurais imaginé que ça m'arrive à moi, en fait. J'ai déjà l'endométriose. Et puis, non, ça vient plus tard, le pourquoi moi, mais ça viendra plus tard. Il y a jamais de la vie, j'avais imaginé ça. J'ai un papa qui a eu un cancer du rein. Donc, mais j'étais déjà adulte à l'époque, j'étais loin, je l'ai vécu de loin. J'ai des gens dans ma famille aussi qui ont vécu ça, mais c'était comme si c'était éloigné de moi, en fait. Et en même temps, avec le mot cancer, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'images qui se mettaient dans ma tête qui ne m'appartenaient pas forcément. Et surtout, en fait, j'ai fait, mais je vais mourir tout de suite. Je vais mourir, en fait. Et je me disais, oh, mon Dieu, mon appartement à Paris et mes chats, qu'est-ce qu'on va en faire? Et là, il y a mon mental qui s'est mis en route, en fait, en mode, faut tout régler ça, en fait. Et tout d'un coup, en fait, je me suis rendu compte que là aussi, mon mental, il se mettait en route, mais que j'accueillais pas ce qui était là, en fait. J'ai peur de mourir. J'ai peur de mourir et c'est OK. C'est pas... Parce que c'est ce que j'apprends, c'est j'ai peur de mourir et c'est OK d'avoir cette peur. Et ça veut pas dire que ça va arriver. Parce qu'en fait, je peux aussi demain me faire écraser par une voiture et mourir. Et en fait, j'ai peur de mourir et c'est OK. J'ai peur de souffrir et c'est OK. Et quand j'ai reconnu ça, ça a soulagé un truc. Et je ne sais pas si c'était juste avant, juste après que Guylaine aussi, ou Guylaine Descamps, je lui disais, c'est pour la citer, Guylaine Descamps, prêtresse de la créativité, ne jamais loper une occasion de faire un coup de pub, où elle dit, mais c'est normal là que tu en aies marre. Parce que je crois aussi à un moment, j'étais là, je fais, ça n'arrête pas, j'en ai marre. Bah, c'est normal. Et souvent, en fait, parce que moi, c'est ça, en fait, c'est que je dis, j'accueille je me laisse traverser. Mais il manquait cette étape de c'est OK de ressentir ça, que tout ce que tu ressens, OK, tu te laisses traverser, mais c'est OK. C'est OK que tu aies envie de péter la gueule à telle personne. C'est OK que tu aies peur de ci. C'est OK que tu en as ras le cul là, de ce qui se passe. En fait, tout ce que je ressens, c'est OK. Et ça, c'est vraiment un truc que je suis en train de conscientiser en fait, tout ce que je ressens, c'est OK. Et vraiment, sur cette peur de mourir, ça a été très libérateur. Parce qu'après, mon mental est venu au contraire m'apaiser en disant ça peut arriver à n'importe quel moment et au final, de toute façon, je vais mourir. Mais je ne vais pas mourir de ce cancer, ça c'est sûr. Et du coup, enfin ça c'est moi qui le dis. Et du coup, là, ça a été un moment clé pour moi, ça. Et ça faisait que 2-3 jours. Hein. Ça a été un moment clé sur les émotions une des premières émotions qui m'a traversée. Et après, il y a cette peur de souffrir, la peur de la douleur, en fait, sachant qu'en fait, parce qu'il y a plein de choses qui me viennent, parce que l'annonce du cancer, c'est une chose, l'annonce du traitement, c'est autre chose, et en fait, il y a plein d'annonces, en fait. C'est une suite d'annonces, c'est pas juste, bon, vous avez un cancer, et voilà.
parce que le cancer, il n'est pas douloureux en lui-même. J'avais eu des douleurs au sein, mais ça se trouve, ce n'était pas forcément lié à ça, ou c'était juste mon corps qui m'envoyait le signal, là, Caroline, on va s'occuper de ce qu'il y a à aller voir. Mais du coup, en soi, pour moi, mon cancer n'est pas douloureux. Par contre, quand on me dit, on va faire des examens médicaux, on va faire de la chimio et tout ça, là, il y a la peur de souffrir. Parce que moi, j'ai très peu l'habitude de ça. Et là, je me suis retrouvée à... Je ne sais pas faire combien d'examens voilà, pour aller voir tout à l'intérieur, quoi. Ouais. Merci hein, pour ce partage-là. Ouais, de cette autorisation à... De toute façon, c'est là, c'est ce que je ressens. Donc je vais pas aller lutter, mais reconnaître ce qui est là, quoi. Il y a déjà un petit peu des commentaires. Euh, Il y a Olivier qui nous disait tout à l'heure, je pense que c'était au moment où tu parlais de la prise en charge du système médical, considérer le patient comme un humain sensible et conscient. Et dans La son globalité. entièreté, Ouais. voilà, dans sa globalité. Et c'est ce que mon médecin traitant fait. Après, on pourra parler des autres médecins que je rencontre dans le cadre de mon suivi. Ouais, c'est ça. C'est qu'on est avant tout un humain qui arrive avec une souffrance, visible, pas visible. Et je crois beaucoup que l'écoute soigne déjà énormément. J'ai eu une expérience avec un médecin homéopathe qui m'accompagne aussi pour mieux supporter les traitements, en fait. Et je suis sortie de ce rendez-vous boostée parce qu'en face de moi, j'avais quelqu'un à l'écoute qui en même temps maîtrise son sujet, qui était réaliste et factuel sur OK, ça va être difficile et en même temps, ça se soigne super bien. Et là, le traitement qu'on vous propose, il me fonctionne super bien. Et quand il est supporté, ça se passe bien. Et, qui m'a offert un petit livret sur mieux vivre le cancer du sein, qui m'a répondu à mes questions qu'on n'avait pas, où l'oncologue avait peut-être pas encore pris le temps d'y répondre, où j'avais pas osé poser les questions. Et je suis sortie boostée et je vois combien la posture, en fait, du soignant en face, en tout cas pour moi, agit beaucoup sur mon moral. Ouais, ouais, Et pour moi, c'est tellement une des clés de la guérison, en fait, la posture. Mais ça, on en reparlera, je pense. même cette femme médecin qui te demande à chaque fois, là je vais faire ça, vous êtes prête, ça va. Rien que ça, en fait, c'est juste d'être considéré à ce moment-là, Ouais. effectivement, donc, dans toute notre humanité, quoi, reconnu aussi là-dedans. Ouais. Ouais, et Olivier nous dit aussi, c'est OK sur nos ressentis, cela change tout. Ouais, effectivement. Ouais. C'est une des grandes clés aussi dans tout ce qui peut se traverser, hein, que ce soit la maladie, les deuils, les difficultés de la vie, d'accepter ce qui nous traverse. Bon, bien déjà, on prend une grande respiration là. C'est déjà pas mal, hein? Ouais. N'hésitez pas, il y a du monde qui est là si vous avez des questions à poser à Caroline parce que c'est rare finalement de pouvoir s'autoriser comme ça, poser toutes les questions qu'on veut, parce que ça reste un peu comme des sujets tabous, hein, parce que rien que dans tumeur, il y a tumeur. La tumeur, ouais. Moi, j'évite de plus en plus Euh, d'utiliser ce mot, mais ouais, oui, c'est... c'est déjà assez violent comme ça, Oh, quoi. waouh. Et, surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions, parce que de toute façon, j'ai la liberté de ne pas y répondre, mais surtout, Exactement. prenez la liberté de poser toutes les questions que vous pouvez avoir, euh, maintenant en replay et même en privé. Et voilà, de toute façon, voilà, une des choses que j'apprends aussi. En fait, euh, ce que je voulais dire, c'est que, parce qu'une des choses que j'apprends là, c'est aussi de poser mes limites, tout simplement.
Donc, en fait, il y a plein de choses que je savais hein, dans ma tête. Et là, en fait, c'est comme si cette traversée, c'était bon, allez, là, on y va, Caroline, on y va à fond. En fait, tu as tout, tu as toutes les ressources, mais là, on les applique on les applique quoi, dans la matière. On y va, quoi. L'exercice pratique. Et là, tout d'un coup, il y a un truc qui tombe où je me pose plus les questions que je pouvais me poser avant, mais qu'est-ce qu'il va penser, blablabla. Et ça peut revenir, mais beaucoup moins. On en parlait aussi avec mes copines de chimio. Donc, parce que quand j'ai une séance de chimiothérapie, je peux partager ma chambre avec d'autres femmes. D'autres femmes parce que les jours sont dédiés au type de cancer et du coup, il y a beaucoup plus de femmes qui ont un cancer du sein. J'ai appris que le cancer du sein existait. Hein. Chez l'homme, ça représente peut-être 1% des cancers du sein. Et du coup, c'est ce qu'on disait, c'est qu'aussi ça aide à relativiser plein de choses. Et pour moi, il y a vraiment un truc de... Je dépose les armes, en fait. J'avais encore des protections, encore et encore. Et là, c'est... on les dépose, on les dépose. On enlève toutes ces protections et on les dépose. Et ouais, les choses se posent toutes seules. Mais en tout cas, posez toutes les questions que vous voulez, c'est OK pour moi. Donc il y a cette annonce, cette rapidité, il y a ce moment où tu bah, lâches les premiers pleurs, où tu vas donc annoncer ça à ta maman. Mm. Euh, Comment ça se passe après quand tu vas annoncer aux autres? Moi, je sais qu'en tant que thérapeute, quand j'ai accompagné les personnes qui avaient le cancer, déjà, c'était des formidables voyages. Il y a comme un moment donné une joie sous-jacente qui se manifeste à ça parce que ça va tellement permettre de se reconnecter à autre chose, d'aller libérer. Tous les gens que j'ai pu accompagner sur chemin, ils m'ont dit, voilà, il y avait ma vie avant, ma vie après le cancer. Il y a vraiment quelque chose qui va voler en éclats et du coup qui va faire aussi remonter, comme tu disais, bah déjà la possibilité de poser ses limites et de voir à quel point peut-être parfois on est encore dans comment on veut préserver l'autre en minimisant ce qui se passe pour nous pour protéger l'autre, alors que la première personne, pour le coup, de prendre soin, c'est la personne concernée. Est-ce que, voilà, comment toi, tu as vécu ça de l'annonce? Est-ce que ça a été plus dur à certaines personnes qu'à d'autres? Comment tu as pu vivre la réception de ça chez les autres? Enfin, un peu un truc dans le genre, tu vois. Euh, alors, donc du coup, bah, dans le cas de ma maman et ma sœur, en fait, suivaient toutes les étapes par WhatsApp. Mais quand je sors et que j'ai cette annonce, j'appelle ma maman directement. J'envoie pas un message, quoi, je l'appelle. Euh, En fait, là, il n'y avait pas de question qui se posait, c'était je fais ça, en fait. Je fais ça, en fait. Malgré toutes les carapaces, tout le soin que j'ai pu prendre avant de ne pas montrer que ça ne va pas, dans plein d'autres étapes de ma vie, ou pas que ça ne va pas, mais que voilà, il y a des moments de moins bien. Là, il y a comme une évidence, c'est vas-y, quoi. Vas-y, ta mère, elle est là, elle est solide et elle est là pour toi, en fait. Euh, du coup, voilà. Et bah, ensuite, il y a eu beaucoup en fait, de messages écrits. Donc là, c'est beaucoup plus simple, en fait, pour moi, de l'annoncer à l'écrit. Et les premiers jours, dès que je le disais à l'oral, il y avait les pleurs qui venaient avec. Je me souviens que quelques jours après, je crois que toi et moi, je crois que c'est avec toi que j'échangeais. Parce qu'en fait, j'ai demandé à ma mère de le dire à ma sœur, de le dire à mon oncle. Euh, Et en fait, il restait mon père. Et je me disais que j'allais demander à ma mère ou ma sœur de l'appeler. Et je ne sais plus si c'est en échangeant avec toi ou pas, ou tout d'un coup, je me suis dit, mais non, en fait, c'est moi qui vais l'appeler. Encore une fois, comme une évidence, au moment où tu es prête de me dire, non, je vais appeler mon père. Il faut savoir qu'en fait, mon père, on s'appelle très peu pour les anniversaires, pour
les fêtes, et encore, c'est des SMS. Donc, il n'y a pas cette habitude de se téléphoner. Donc, du coup, et d'être en lien régulièrement. Du coup, là, en fait, tout d'un coup, il y avait aussi comme une évidence de c'est pas à quelqu'un d'autre de le faire, c'est à moi. Et donc, j'appelle mon père pour lui dire. Euh, et, euh, et là, c'est aussi comme il y a plein de choses qui tombent. J'ai une maladie, il l'a eu aussi. Il n'a pas du tout eu les mêmes traitements que moi, pas du tout le même process. Mais voilà, il a eu un cancer. Euh, et, euh, et là, en fait, il se révèle un soutien en me disant bah, le plus important, c'est le moral, n'écoute pas ce qu'on te dit. Enfin, voilà, il me dit quelques mots et depuis, il est là, il est présent en fait par téléphone ou par SMS. Et je raconte ça parce que moi, je travaille, non, je, je plonge en moi avec une psychothérapeute depuis très longtemps où je pars déconstruire en fait tout ce que j'ai pu construire euh, dans cette famille, dans cette culture, dans ce pays, dans tout ça, mais voilà, surtout au sein de ma famille, et toutes ces armures, protections que j'ai pu mettre. Et puis, il y a des choses qui n'ont pas été cool. Et, euh, et en fait, tout d'un coup, c'est comme si tout ça, ok, c'est là. Il y a ça qui s'est peut-être pas passé comme j'aurais voulu. Et j'ai beaucoup travaillé dessus. Et en même temps, tout d'un coup, il y a ce truc, c'est OK, c'est là, mais ça n'empêche que le lien d'amour, il est là. Et je me souviens que c'était Guylaine qui nous parlait de ça, de ce lien d'amour parent-enfant qui est toujours là et qui, en fait, euh, je dirais pas quoi qu'il arrive, mais dans mon expérience, quoi qu'il s'est passé avant, en fait, bah, aujourd'hui, je sais que tu as les meilleurs mots que moi pour dire ça, mais aujourd'hui, c'est... Ah, attends. Est-ce que vous entendez la tondeuse ou pas? Un petit peu, mais c'est bon. Attends, je vais fermer une porte. La tondeuse. En tout cas, moi, dans ce que j'entends, c'est comme si, grâce à la maladie, quelque part, ça permettait de rendre ce lien d'amour conscient. Ah Mm. oui, c'est ça, exactement. C'est ouais, c'est ça, exactement ça. C'est de le rendre conscient et de voir tout ce qu'il y avait autour qui pouvait le cacher, le masquer. Et là, le mettre, voilà, il est là. Ça enlève rien avant, j'oublie rien. Mais là, aujourd'hui, j'ai besoin de ça et c'est là. Il m'offre ça. Et c'est pareil dans tous mes liens. En fait, je parle là de mes parents parce que bah, forcément, c'est là où c'est le plus cristallisé. Mais, voilà, dans toutes les relations, en fait, il y a un truc qui se révèle euh, assez, euh, assez impressionnant, en fait. Du coup, donc il y a cette annonce aux parents. Ma grand-mère, par contre, j'ai demandé à mon père de l'annoncer. Mais en fait, souvent, je l'ai dit à l'écrit. Au bout d'un moment, j'arrivais à le dire à l'oral. En fait, quand moi, j'avais intégré plus je l'intégrais, plus c'était facile pour moi, en fait, d'en parler à l'oral. Aujourd'hui, je suis complètement à l'aise, en fait, pour en parler. Euh, et le dire, en fait, quand j'ai des gens qui me contactent. Je me souviens, il y a un ami là qui m'a contacté hier. Hey, comment ça va en Alsace? Comment tu t'acclimates? Bah voilà, je ne peux pas ne pas le dire. En fait, pour moi, c'est parce que ça fait partie de moi. Mais du coup, je n'ai pas de mal à le glisser dedans. Hmm. Ok. Et du coup, est-ce que tu as vu des personnes justement qui pouvaient, face au fait que tu libères la parole facilement sur ce sujet-là, les sentir un peu dans, tu sais, l'effet miroir d'un truc qui passe pas pour eux, d- comme si ça faisait aussi remonter des peurs chez eux? Alors, en fait, ce que j'observe dans les réactions de chacun, mais comme ça m'était arrivé sur d'autres sujets que j'ai pu partager à l'écrit, c'est que finalement, euh, les réactions de chacun parlent de chacun. Elles ne parlent pas de moi.
en fait. Je peux, je peux projeter, mais en fait, je vois dans les termes utilisés, dans le message qui m'est partagé, je vois qu'en fait, ça parle des gens et pas de moi. Même si, en fait, ça s'adresse à moi, hein, et que c'est plein de... Enfin, je reçois tellement d'amour depuis un mois. J'en recevais déjà beaucoup avant, mais alors là, c'est énorme, en fait. Mais je vois que ça vient toucher, en fait, chez chacun quelque chose, soit parce qu'ils ont vécu ça, soit parce qu'ils ont connu quelqu'un qui a vécu ça. Ça vient réveiller la peur de la maladie, la peur de la souffrance, la peur de la mort. Mon cancer est tellement vraiment lié à la mort que je pense que ça vient toucher notre peur. Moi qui pensais ne pas du tout avoir peur de la mort, en fait, je me suis dit, bah, si, cette peur, elle était là et c'est OK. Et, en fait, chacun me parle de lui quand il réagit. Et, et j'ai beaucoup de réactions où je ne m'attendais pas, des liens que j'avais plus depuis longtemps qui, pareil, en fait, sont toujours là, finalement, et qui vont revenir un peu plus sur le devant de la scène. Voilà. Et puis, il y a d'autres liens où il y a un silence que je ne comprends pas et qu'en même temps, je n'ai pas à comprendre, en fait, je crois. Parce que parce que ça appartient à l'autre et que je ne sais pas ce que l'autre vit en ce moment. Et ça me l'a fait chez plusieurs personnes, en fait, où ouais, il y a un silence, en fait. Ouais. Mais tu vois, parce qu'on en discute, pour les dessous, on en parlait justement, toi et moi, il y a quelques jours avec une personne. Mais tu vois, depuis, je me dis, ce silence, il leur appartient complètement et à moi de le respecter aussi, en fait. Je te partageais que je me disais, merde, j'ai peut-être mal annoncé, mal fait l'annonce. C'était ma première idée qui m'avait traversé, la première pensée qui m'avait traversée en me disant, oh, mais j'ai du mal m'y prendre pour le dire. Et puis après, il y a tout de suite, tu vois, ce sentiment de culpabilité. Et puis après, il y a le truc de non, mais il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon. C'est moi qui suis concernée. Mais en effet, depuis notre échange, je me dis, il y a ce silence, il leur appartient et je dois je dois le respecter. Enfin, comme toute réaction, en fait, je respecte. Un peu comme toujours ce qui se passe, c'est-à-dire que l'autre, il va réagir et ce qui va être important de regarder dans l'observation qu'on déploie, c'est qu'est-ce que ça nous fait ressentir, nous, là, le silence de l'autre, et du coup d'aller voir, ah, il y a de la culpabilité quelque part. Elle est toujours là. Ok, on va mettre de l'amour. On va mettre de l'amour. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Hmm. Et en tout cas, enfin, moi j'ai le sentiment que le besoin de préserver l'autre à tout prix, comme il peut beaucoup, la plupart du temps se passer, de garder cette posture un peu vous inquiétez pas, je rassure tout le monde, je vous préserve vous, que ça aussi c'est tombé un peu avec le reste, que c'est toi Ouais. Oui, maintenant. oui, oui. En fait, c'est tombé parce que, mais ça me demande de me rappeler régulièrement que c'est moi qui traverse ça, en fait. Euh, et, euh, et mais ça tombe de plus en plus, en fait. Et même aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que j'ai commencé un traitement. Du coup, maintenant, en fait, cette maladie qui est invisible devient visible dans le sens où le traitement pour lutter contre pour détruire ces cellules cancéreuses attaque aussi un peu mon corps. Et donc, voilà, il va y avoir des effets secondaires et qui vont apparaître de plus en plus et qui rendent visible cette maladie. Alors, on pense tout de suite aux cheveux, mais il n'y a pas que ça. Il y a parce que le vrai, enfin, les cheveux, c'est un sujet. La fatigue, ça c'est en tout cas chez moi, c'est le vrai, c'est le sujet premier. Euh, et les émotions aussi traversées. Et du coup, là, la maladie, elle devient visible parce que je vais être fatiguée, parce que je vis plus comme avant. On va dire, j'ai cette fatigue
je dois prendre soin de cette fatigue, en fait, de différentes façons, selon le type de fatigue. Je pense que je pourrais faire un mémoire sur le type de fatigue. Et, et, je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais là oui, parce que là, la maladie, c'est pas la maladie en elle-même, mais ça devient visible. Oui, et du coup, préserver les gens. Ah oui. Et du coup, voilà, beaucoup de gens, voilà, les gens savent quand j'ai ma séance de chimio, donc ils viennent me demander comment ça va. Et là aussi, en fait, c'est finalement, j'ai pas besoin de préserver les gens. Bon, en même temps, pour le moment, ça va plutôt bien. Mais en même temps, ouais, non, maintenant, préserver les gens, en fait, c'est encore vouloir me mettre dans une posture peut-être de sauveuse, tu vois, ou de ne pas vouloir être le bourreau, de ne pas vouloir affliger des gens. Et ça, c'est tellement libérateur pour moi, puisque jusqu'à présent, je ne fonctionnais que dans ce schéma, ce schéma de soit mon existence nuit à l'autre, soit l'existence de l'autre me nuit à moi, enfin, tu vois, en mode fusion binaire, c'est soit moi, soit l'autre. Du coup, là, en fait, tout d'un coup, tout ça aussi, ça tombe. En fait, c'est vraiment comme, j'ai vraiment cette sensation, hein, parce que là, aujourd'hui, je vais bien. Je suis très sereine, en fait, depuis 2 jours. Donc, je sais au fond de moi que ce chemin, c'est mon chemin, en fait. C'est mon chemin. Ouais. Moi, je sais, mon âme a choisi ça. Même si mon humain, des fois, dit pourquoi moi, quoi attends, j'arrête pas de bosser sur moi, je suis la meuf hyper gentille, hyper sympa, blablabla. Pourquoi moi, quoi il y a ce petit drama queen là qui dit ouais, pourquoi moi. En même temps, il y a cet autre espace en moi, hyper serein, qui dit j'ai choisi ce chemin. Peut-être c'est une autre histoire que je me raconte, mais on s'en fout, elle me fait du bien. Mais au fond de moi, je sais que c'est ça. Bon, ça y est, j'ai perdu le fil. Et du coup, là, je suis dans cet espace serein où je peux prendre de la hauteur. Bon, j'ai perdu le fil, en fait. Je sais plus ce que... Je voulais faire un lien avec le truc d'avant. Mais Oui, bah, que c'est ton chemin et du coup ça y est, je c'est sais. un peu comme un aller-retour aussi du Non, mais petit en fait, et c'est de la. que c'est comme si tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent, c'était pour vivre ça. Sachant que ce n'est pas une fin en soi et que ça va m'amener vers autre chose. Ouais. Je ne sais pas encore quoi. Mhm. Que je pressens encore, mais c'est comme si tout ce que j'avais vu jusqu'à présent, toutes les avancées sur moi, les prises de conscience, tout d'un coup, là, c'était, là, maintenant, on le vit pour de vrai, Caroline. C'était dans la tête, j'ai commencé à le sentir dans le corps, dans le cœur, mais là, on le vit, en fait. On vit et on y va, quoi. Ouais. On dit aussi que le cancer, c'est l'âme, tu vois, qui vient crier un appel d'amour hyper fort, justement de tout cet amour qu'on peut avoir tendance à distribuer à l'extérieur en tant que sauveur des autres, mais c'est là, le cancer, il vient dire, allez, là, là. Et Ouais, mais là, ça se ouais, redistribue. c'est ça. Je suis suivie par une psychothérapeute depuis des années, donc elle connaît très bien mon histoire et voilà, on travaille ensemble depuis un moment à nettoyer plein de choses. Et elle me disait qu'en fait, il arrivait souvent que quand on arrivait vraiment dans ce nettoyage en profondeur, un cancer pouvait se déclarer. Alors, en même temps, c'est un appel de l'âme. Moi, je sens les deux j'en parlais avec une amie aussi qui a vécu ça et comme si bon maintenant c'est bon quoi, c'est bon là, on y va quoi, on vit ce qu'on a à vivre et on exprime qui on est et on est soi quoi. C'est en ça c'est l'appel de l'âme et en même temps je sens aussi ce nettoyage parce que pour la petite anecdote, moi j'étais anti-médicaments, hein. Moi la chimie dans mon corps non, 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 c'est le mal, la chimie, alors j'en veux pas dans mon corps. Je me souviens pour l'endométriose, on m'avait proposé un traitement hormonal pour bloquer en fait mon cycle menstruel et ainsi limiter les douleurs. Et j'avais dit ah non, hein, moi je veux pas de ça, je veux pas de ces hormones, j'ai peur des effets secondaires, non, pas de chimie dans mon corps. Et mon médecin traitant qui lui
alors lui, il rallie tous les mondes, c'est ça qui est génial. Il me disait, mais vous savez, si vous êtes vraiment en souffrance, ça peut soulager votre corps, vous aider à vous reposer votre corps et ainsi pouvoir aussi traiter sur d'autres plans. Je fais non, j'en veux pas. Bon, je prenais quand même quelques antidouleurs qu'il m'avait conseillé en me rendant compte que, ah ouais, finalement, ça fait du bien dans certains cas. Mais j'étais vraiment, non, moi, la chimie, non, merci. Et aujourd'hui, comment vous dire que de la chimie, je m'en bouffe plus que je n'aurais jamais imaginé. Et, j'ai encore perdu le fil. Et du coup, Non, mais c'est super intéressant parce que c'est aussi, tu vois, ton témoignage, à travers le cancer du sein, je pense qu'il peut aller connecter plein de personnes sur tout un tas d'autres sujets, de tout ce qu'on vit actuellement, un peu de cette sortie de tout le temps opposer les choses, du bien, du mal, de je dois choisir entre ça et tout ce qui crée finalement tous ces conflits intérieurs, extérieurs, l'extérieur qui nous reflète ces conflits intérieurs, où on est tout le temps ballotté ouais, dans ces doubles contraintes permanentes en fait. Et ce que tu vis dans ton expérience à travers cette maladie te permet aussi de sortir de ces dualités pour aimer tout et son contraire. Ne plus avoir à choisir, mais à sonder ton intériorité depuis ta souveraineté. Qu'est-ce qui, ici et maintenant, est le plus juste pour moi? Et qui ne demande aucune justification d'un camp qu'on devrait choisir. Et si aujourd'hui, tu mélanges les jus verts le matin et la chimio, eh ben c'est ok aussi. ouais. C'est Mais trop. c'est tout à fait, en fait, c'est tout à fait ça que ce médecin m'avait déjà en fait invité à ça. Néanmoins, j'avais refusé le traitement hormonal. Je prenais quand même quelques antidouleurs dans le cadre de l'endométriose. Et là, en fait, c'est vrai qu'à l'intérieur de moi, il y avait comme une évidence parce que quand on vous reçoit pour donc la chirurgienne, je l'ai eu juste par téléphone, je suis reçue par un oncologue, c'est un jeune interne qui, qui débute un peu, donc qui respecte le protocole, donc qui récite ce qu'il a à me dire en fait, parce que voilà, ils ont plein de choses à nous dire. Et du coup, il dit donc on va vous faire une chimiothérapie qui me liste les effets secondaires. Bon, voilà. C'est la jeunesse, il n'y a pas encore l'expérience de la transmission, mais ça va venir parce qu'après, j'ai discuté avec des médecins plus âgés qui disent que c'est avec l'expérience aussi que ça s'apprend. Mais bon, c'est quand même un sacré truc. Et donc, tout de suite, on me dit, donc, ça sera chimiothérapie, on va tout de suite vous poser une chambre. Donc, une chambre, c'est un dispositif sous-cutané. On vous opère et on vous pose une chambre, c'est pour faciliter la chimio. Et en fait, à aucun moment, je me suis rendu compte, on me demandait Ton avis. en fait, qu'on me dise, est-ce que c'est OK pour vous? En fait, jamais cette question m'a été posée. Mais, il n'y a pas de mais, cette question ne m'a jamais été posée et ça, je le regrette infiniment. Mais je sais que je n'ai pas dit mon dernier mot et qu'il Toi, se tu passe. peux me poser la question du coup. Voilà. Mais surtout, en fait, c'est voilà, c'est ce qui s'est passé, c'est que finalement, je me la suis posée à moi. Et que je me suis dit, OK, on ne te la pose pas. Et moi, je trouve que ça, c'est grave qu'on ne me la pose pas. Néanmoins, je suis l'impératrice, comme disait Caroline, l'impératrice d'Ambio. Je suis souveraine, je suis la reine de mon royaume. Et donc, je me suis donné mon consentement à moi-même. En fait, je suis allée écouter ce consentement. En fait, c'était OK pour moi. Bien évidemment que j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit ouh, au diable, la chimiothérapie, donc qui sont venues me faire vaciller. Et en fait, il y a comme un truc en moi qui sait que c'est le chemin que je dois emprunter. C'est comme la perte de cheveux où on va me dire mais tu sais, il y en a peut-être que tu vas peut-être pas les perdre et tout. Il y a comme un truc en moi qui me dit mais si, je vais les perdre et c'est OK et c'est mon chemin. Enfin, il y a comme des évidences comme ça, c'est mon chemin. Par exemple aussi, ce qui se passe pour l'info aussi, parce que dans tout ce qu'on traverse avant de rentrer dans le traitement, et je reviendrai à la dualité après, c'est comme j'ai 43 ans, je suis encore en âge de procréer, que la chimiothérapie attaque notamment les organes, les ovaires. On fait ce qu'on appelle un rendez-vous de préservation de la fertilité. Et je vais à ce rendez-vous, une gynécologue me reçoit et m'explique tout ce qui se passe, toutes les possibilités en fait. Et là,
là, il y a comme une évidence pour moi que c'est non. C'est encore des protocoles médicaux, mais là, c'est ça, c'est je ne veux pas de cette opération. Non, je ne veux pas de ce prélèvement. Non, là, voilà, à l'intérieur, c'est un non. Et la chimio, il y a ce oui. Et on verra les autres étapes qui restent à venir parce qu'il y a plein d'autres étapes. Et ouais, c'est qu'est-ce qui est OK pour moi à ce moment-là? Et il y a ce truc de oui, la chimie, ça ne fait pas que du bien aux vivants. Mais là, aujourd'hui, c'est ce qui va m'aider à détruire ces cellules cancéreuses. Et moi, j'apporte un soutien max pour que, de plein d'autres façons différentes, l'homéopathie, l'énergétique, tout simplement faire du yoga, marcher, boire de l'eau, et moi, boire des jus verts et modifier mon alimentation peut-être. Euh, Écrire, faire des interviews, partager ce que je vis pour soutenir en fait tout ce processus. Et en effet, moi, ça m'aide énormément à sortir de cette dualité de la chimie, c'est le mal, donc je n'apprends pas. Donc du coup, c'est qu'est-ce qui est juste pour moi à ce moment-là? Ouais, la chimie, moi, je préfère l'éviter le plus que possible, mais là, c'est le truc dont j'ai besoin pour m'aider dans ce process, sachant que je le vis comme moi, comme un process de nettoyage aussi. C'est que j'ai ces cellules-là qui se sont manifestées. J'aime beaucoup ce que m'a dit mon médecin traitant quand je lui ai demandé, mais c'est quoi une cellule cancéreuse? Il m'a dit, mais c'est une cellule qui n'écoute pas les lois biologiques. Elle ne trouve pas sa place et elle ne respecte pas la structure. Il n'y a pas de structure. L'anarchie. Voilà, c'est l'anarchie, c'est ça. Mais du coup, ça m'a vachement parlé parce que ça venait me dire où est ma place, quelle est la structure à laquelle je souhaite répondre. Et est-ce que j'ai envie, en fait, d'écouter ces lois biologiques? Et, et en fait, enfin, même c'est pas où est ma place, c'est est-ce que j'ai envie de prendre ma place? Est-ce que j'ai envie de suivre les lois biologiques? Il y avait comme un truc, tu vois, enfin, les lois biologiques, le vivant, hein, c'est tout simplement ça, quoi. C'est la loi avec un grand L, la loi du vivant. Et du coup, il y avait ce truc de, bah ouais, en fait, moi, c'est fini l'anarchie, en fait, cette anarchie-là, de ne pas savoir où est ma place et de ne pas avoir de repères, de structure, ce qu'on représente souvent par l'énergie masculine, en fait. Non, moi, maintenant, je veux plus de ça. Du coup, la chimiothérapie va m'aider à retirer, et d'autres choses vont m'aider à retirer, en fait, ces cellules et à nettoyer, en fait. Et en même temps qu'on agit sur le physique, et ben, je continue de travailler avec ma psychothérapeute et on a déjà levé des choses, on a vu des choses extraordinaires sur, bah ouais, en fait, parce qu'au début, je dis pourquoi moi, quoi. Mais en même temps, il n'y a pas de pourquoi moi, quoi. C'est sur mon chemin. Et le sens se fait au fur et à mesure et je sens que je vais sortir ben, tout au long, en fait, il se passe déjà tellement de choses qui me mettent. C'est mon chemin, en fait. Je ne sais même pas quoi dire, mais il va y avoir plein de choses qui vont se manifester et qui vont. Parce que là, je commençais à me dire, tiens, professionnellement, qu'est-ce que je vais faire et tout. Donc là, il y a un peu une pause pour le moment, en mode, bon, alors là, il faut prendre soin de moi. Donc, je prends soin de moi. Mais je sens qu'en fait, tout va émerger, en fait, au fur et à mesure. Il y a. Voilà. Parce que tu vois, l'image que j'ai là, c'est comme une carte où, tu vois, on a beaucoup parlé de la peur de mourir, mais c'est comme si l'autre côté de la carte, c'était la peur de vivre. Tu vois, quelque chose qui vient se frictionner, je sais pas comment on dit en physique, là, un truc dans le genre. Et inévitablement, après avoir vu cette peur de mourir, le chemin qui va se prendre aussi, c'est tiens, qu'est-ce qui a peur encore en moi de vivre, d'être à la place qui est mienne, et qu'est-ce que ça va ouvrir comme autorisation derrière en décelant toutes ces petites choses. Et c'est hyper intéressant. Mm. Ouais, ouais. Ouais, en fait, c'est ça, c'est complètement ça. C'est laisser le vivant me traverser, en fait. C'est Ouais. laisser la vie complètement me traverser. On en parlait déjà depuis un moment, toi et moi, avec Guylaine aussi dans le cadre du Grand Oui, mais c'est vraiment ça, c'est laisser la vie me traverser. Je tournais autour de ce sujet depuis un moment, mais en fait, c'est ça. C'est non, mais moi, je suis hyper confiante sur l'issue de tout ça. Ben, pour moi, il n'y a même pas d'issue. C'est que voilà, j'ai un chemin pendant.
une année qui va être pas celui que j'avais prévu, mais c'est OK, il est là. On ne Et contrôle pas la vie. non, voilà, exactement, on ne contrôle pas la vie. Et du coup, bah, voilà, maintenant, je laisse tomber de plus en plus. Tu vois, déjà aussi de faire cette interview, je vois ce qui se passe. Je vois au fond de moi, je vois ce qui se passe, je vois les changements en moi qui émergent à mon rythme. Et voilà, Et puis comment ça va aussi, comme des ondes de forme, toucher finalement tous ceux qui t'entourent. Comment ça vient chercher, bah, dans ce qu'on disait tout à l'heure, dans les effets miroirs, les peurs qui vont se révéler chez les autres, mais en même temps aussi toute la force que tu dégages et tout ça, tout ce que ça va impacter, dont en fait tu n'as même pas conscience encore aujourd'hui, mais voilà, c'est déjà ouf dans ce que ça produit, quoi. Je te propose qu'on fasse un petit check commentaire. ah oui. Donc il y a Megan qui nous dit merci pour ce partage. C'est libérateur cet espace de partage sur cette maladie sans tabou et sur la dimension émotionnelle. Raphaël qui met Lilou avec un cœur. Je suis la petite sœur de Caroline. Ah, enchantée Raphaël. C'est tout à fait ça, c'est elle qui nous soutient, enfin qui me soutient. La famille est présente, mais c'est ma sœur qui me remonte à la surface quand je suis dans les profondeurs. Si je m'inquiète pour elle, je vais l'appeler ou lui envoyer un message pour savoir comment elle va. Si elle est positive, ça va me réconforter, alors que c'est à moi de la soutenir. Hmm. Bah déjà, merci Raphaël pour ton commentaire. Ouais. Et après, je sais pas, qu'est-ce que tu as envie de répondre à ça, Caroline? Ben, oui, en fait, bon, déjà avec ma sœur, ça fait des années qu'on se parle enfin, à cœur plus ouvert. En fait, c'est surtout moi parce que je fermais beaucoup de choses. Et là, il se passe un cran de plus. En plus, ma sœur est enceinte. Elle va accoucher d'ici une quinzaine de jours de mon troisième neveu-nièce. Enfin, ça va être un neveu, mais j'ai déjà un neveu et une nièce. Et du coup, elle a elle-même elle vit en ce moment, en fait, à accueillir. Et du coup, on a beaucoup échangé sur l'accueil de la nouvelle pour elle. En Hmm. fait. Moi, j'ai pas l'impression de les soutenir, mais j'ai pas cette impression d'être un soutien. En tout cas, c'est pas le rôle que je me donne. Ouais, Mais mais je ça peux se fait. entendre, voilà, mais je peux entendre que ça les soutient en même temps. Ouais. Mais en même temps, eux me soutiennent parce que j'ai déjà ma mère qui est venue une quinzaine de jours, passer 15 jours avec moi. Euh, Là, parce que accepter qu'on me soutienne, c'est pas un truc qui était évident chez moi. Et là, en fait, tout d'un coup, bah, pareil, ça lâche tout, quoi. Et du coup, que ma mère vienne, ça a été aussi très libérateur de la laisser s'occuper de moi. Hmm. Que plein de fois aussi, parce qu'il y a eu il y a eu un instant là où j'ai fini tous les examens et puis j'attendais que commence la chimio. Là, il y a eu comme un qu'est-ce que je fais maintenant? Et je me mets à pleurer et je dis, mais je sais pas quoi faire. Ma mère, elle me dit, mais c'est normal après tout ce que. Et je comprends pas pourquoi je pleure. Et là, c'est ma mère elle-même qui me dit, mais c'est normal. Et en fait, en ça, c'est des soutiens. Et le fait que les gens me demandent comment je vais, c'est aussi du soutien parce que ça montre aussi d'une certaine façon qu'on pense à moi. Je vais dire qu'on s'inquiète, mais c'est encore qu'on s'intéresse, mais c'est pas ça, c'est qu'on pense à moi et que je suis importante finalement pour ces gens. Et ça, c'est bon pour moi parce que il y avait encore sûrement plein de parts de moi qui en doutaient. Et du coup, ouais, je vois. En fait, c'est ce qu'on disait au début, tu sais. Ah, je sais pas si t'es figé. Ah oui. Ce qu'on disait au début sur finalement le lien d'amour qui se révèle à travers cette expérience. Ou dans les familles, souvent, on, on va toujours avoir l'impression, bah, toujours cette peur un peu du regard de l'autre, mais qui est fondée sur nos propres fonctionnements, nos propres blessures. Et là, c'est comme si ça éclatait au grand jour qu'il y a tout cet amour-là.
Et du coup, bah, quand Raphaël, tu dis, alors que c'est à moi de la soutenir, moi j'y vois dans ce qui se vit là quelque chose de réciproque en fait. Il n'y en a pas un au-dessus de l'autre, c'est chacun en étant à même de pouvoir partager ce qu'il ressent, va devenir le soutien de l'autre dans sa propre souveraineté, dans sa responsabilité. Et puis dans l'amour, dans l'élan d'amour qui peut se manifester à n'importe quel moment. Raphaël, quand tu dis ben, je vais aller prendre des nouvelles, ben ça c'est de l'amour, ça c'est du soutien, ça c'est prendre soin. Et c'est juste comme d'habitude, bah, écouter l'élan du cœur qui se manifeste de tiens là, là j'ai envie, je sais pas pourquoi j'ai envie d'envoyer un message. Et puis comme par hasard, ça va être le bon moment en fait. Ben oui, et oui, ce principe de comparaison, parce que combien j'ai eu de gens aussi, mais je les remercie parce que combien de gens aussi, parce que moi, quand on vient prendre de mes nouvelles, j'en donne et après, je demande comment vous allez. Et, euh, et les gens n'osent pas, et je peux comprendre, hein, ils n'osent pas dire si quelque chose est compliqué pour eux ou pas en ce moment. Et, et l'autre jour, je me suis retrouvée à écouter une amie et qui vivait quelque chose qui était compliqué pour elle. Et en fait, les gens souvent me disent oui, mais en comparaison de toi. Et en fait, il y a cet espace en moi qui dit ne comparons pas. Ne comparons pas. Moi, jusqu'à présent, j'ai tout minimisé parce que je me dis, ok, Caroline, tu vis rien de grave. Et je minimisais à chaque fois. Mais en même temps, c'est ce qu'on dit, ce qu'on ressent, c'est là et c'est OK. Et du coup, je peux me retrouver, bah oui, peut-être à écouter une personne qui est mal à ce moment-là, mais moi, je suis si je le fais, c'est que je suis dans cet état. Et puis d'autres moments, je ne serai pas du tout disponible parce que et j'apprends à retrouver cet équilibre de bah, quand je suis dispo, moi, je suis là pour toi, en fait. Et quand Ouais, c'est non, bah, c'est ça. Quand c'est non. oui, et quand c'est non, quoi. Et bien sûr que, enfin, il y a, les gens ne veulent pas comparer. Enfin, les gens comparent, en fait. Et, et je comprends, moi, j'aurais eu ce réflexe, je crois. Mais en même temps, voilà, c'est... Mais tu sais, on a souvent parlé du donner-recevoir en imitant quelque chose de simultané en fait, plus en séparant. D'un côté, je vais donner et puis d'un côté, je vais recevoir. Et du coup, c'est ces vases communicants aussi. Et ce qui est très beau dans ce que tu dis, c'est comment aujourd'hui, justement, ça parle de posture aussi, de je ne suis plus celle qui va tout le temps donner à l'autre pour le sauver ou quoi, mais en me remettant dans ma souveraineté, euh, je suis dans ces vases communicants parce que j'accepte aussi de recevoir. Et du coup, parce que je reçois, je redonne, je reçois, je redonne, et puis ça se fait tout seul. C'est plus soumis à un contrôle du cerveau qui viendrait donner quelque chose à l'autre pour en récupérer quelque chose. Justement, peut-être de la reconnaissance ou quoi, mais ça ouvre un espace d'amour encore plus grand quand on parle de cet amour inconditionnel, de ben, juste en fait ce qui a envie d'émerger, qui se soutient de juste du fait d'être dans cette belle présence en fait. Tu vois le délire? Je ne sais pas si les autres voient le délire, mais moi, je vois le délire. Voilà, c'est le Et principe. en fait, ça me rappelle une phrase que j'avais notée, je ne sais plus qui l'a dit, si c'est toi ou quelqu'un d'autre, sur le donner-recevoir, parce que juste avant d'apprendre pour mon cancer, on en a beaucoup parlé du donner-recevoir en simultané, pas de donner pour recevoir, mais vraiment d'être, je donne, je reçois en même temps. Et il y avait cette phrase de qu'en refusant de recevoir, j'empêche l'autre de donner que j'avais entendu juste avant. Et ça, c'est tellement vrai. Et je l'ai vu, par exemple, avec ma maman, où elle veut prendre soin de moi, mais viens, tout en posant mes limites. Et de toute façon, elle est hyper respectueuse de ça, mais bah, si tu veux... en fait, elle arrêtait pas de me répéter, c'est normal. Quand je lui disais merci d'être venue, elle me dit c'est normal, c'est normal. Mais en même temps, parce que les gens veulent me donner des choses, en fait, tu vois, me rendre service, euh, enfin voilà, et c'est ça, c'est que si je bloque le recevoir, je bloque leur donner. Et,
Et c'est comme si finalement, en disant non, mais moi, c'est moins grave, bah, comme si en n'acceptant pas de recevoir de ma part, on bloquait le fait que je puisse donner, alors que je suis dans cet état et que je sais à quel moment, en fait, je peux donner, recevoir, quoi. Ouais. Oui, et du coup, ça va sur le sujet de, comme tu disais tout à l'heure, de poser les limites en fait. Ouais. Je n'ai plus donner en excès, mais donner parce que là, c'est possible. Et puis quand c'est non, et que c'est OK aussi, hein, que tout est OK. Oui, que tout est OK. Il y a un truc à retenir, tout est OK. Tout est OK. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ah, il y a Sakadou Karine qui nous dit bonjour, je m'occupe de vous dès demain. Donc Karine, bah, super, je sais pas quel genre. Karine, Ouais, des chapeautés, non, OK, chapeauté. Donc Karine, on mettra peut-être aussi peut-être la page Facebook. Karine, c'était la maîtresse et la directrice d'école de mes filles quand elles étaient en moyenne section. Et j'espère que je me trompe pas en racontant ça, mais je crois que du coup, la sœur de Karine a eu un cancer et puis toutes les deux, c'est des créatives hors pair. Et elles se sont mis à coudre des bonnets, des chapeaux pour justement quand Les cheveux. il y a la perte des cheveux. Et du coup, L'alopécie. J'ai découvert un terme, ça s'appelle l'alopécie, le fait de ne plus avoir de cheveux. C'est une maladie en soi et c'est un effet secondaire en fait du traitement, de certains traitements de chimiothérapie. Et du coup, Karine et sa sœur proposent de réaliser. Il y a juste à envoyer. C'est merveilleux en fait parce qu'il y a juste à envoyer une enveloppe timbrée et elle réalise, elle nous laisse choisir un tissu et elle nous l'envoie. Donc c'est fabuleux en fait, tout ce qu'il existe autour en fait. ouais, Je les remercie beaucoup de cette générosité en fait. ça met des frissons parce que ouais, c'est cadeau Inspirant. quoi. Ah, et c'est hyper inspirant en fait. C'est hyper Ouais, inspirant. ouais, ouais. Et puis bah elles sont aussi en fait le fait de donner comme ça, ben elles reçoivent parce que ça les connecte à leur créativité, à leur cœur et clac et là c'est une preuve de donner recevoir en simultané aussi quoi. Donc merci beaucoup Karine, on mettra votre petite page si jamais ça peut intéresser d'autres personnes. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Olivier qui nous dit bravo, belle continuation. Anne Soleil qui nous dit oui, tu es importante avec plein de cœur. Caroline, c'est la relation d'amour qui est soutenante dans les deux sens. Chacun peut y puiser ce dont il a besoin à ce moment précis. Exactement, Caroline, c'est trop beau comme tu le formules. Et y offrir ce qu'il est en mesure d'offrir à ce moment-là. C'est tout. Exactement ça. Ouais. Anaïs, bisous de passage éclair les filles. Je vous regarderai en replay plus tard. Gros bisous Anaïs. Mais écoute, moi je te propose qu'on conclue parce qu'en fait je viens de voir que ça fait 1 heure et demie déjà. Ah, ah C'est oui. passé très très vite. N'hésitez pas là, s'il y a des questions de dernière minute. Donc en fait, nous avec Caroline, ce qu'on s'était dit, c'est que comme cette expérience va durer 1 an, de renouveler dans l'année euh, pour suivre un peu Caroline dans les étapes et, euh, et voilà, un peu sous forme pareil de questionnement. On laisse en freestyle partir dans tous les sens. On peut jamais tout aborder, mais voilà, déjà là, c'était hyper riche et qu'on puisse se retrouver autour de causeries comme ça, autour du cancer, des traitements, de l'humain derrière, de l'humain autour, de toutes ces choses qui nous passionnent en fait, en vérité. La Et conscience. le dernier angle aussi, on a oublié de parler. Comment? On a oublié de parler du Ah dernier angle. ouais, tu veux toucher 2 mots sur ça? Ouais, allez. Allez, vas-y. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Dans les effets secondaires des traitements de chimiothérapie, il y a la fragilisation des ongles et donc il est recommandé d'appliquer des soins, enfin voilà, de soigner ses ongles et notamment de les protéger du soleil parce qu'il peut y avoir, ils peuvent jaunir et tout. Donc je ne sais pas si ça va arriver ou pas, mais je ne sais, j'ai eu cet élan tout de suite de m'offrir ce vernis et en fait donc c'est des vernis qui sont conçus, je découvre qu'il y a plein de choses conçues spécialement pour tout ce qui est pour toutes les personnes qui font des traitements oncologiques. Donc ça inclut chimiothérapie, radiothérapie
et plein d'autres choses. Je pourrais raconter ça plus en détail. Et pareil, il y a plein de chouettes initiatives. Ça, c'est une marque française et c'est pareil. C'est une sœur ou je ne sais plus si c'est la sœur ou la fille d'une femme qui a eu un cancer du sein et qui a décidé de lancer une gamme de produits pour ça s'appelle Même, et pour qu'on reste soi-même en fait à travers ses effets secondaires. Et du coup, pour moi, ce vernis, en fait, et c'est comme avec la perte de cheveux, il y a quelque chose, on va faire du teasing pour un prochain sujet, autour de la féminité, en fait, parce que moi, ça fait des années que j'avais arrêté de mettre du vernis à ongles, ça fait des années que je ne me maquille plus, ça fait des années que je laisse pousser mes cheveux longs sans y porter grand soin. Et du coup, là, j'ai l'impression de reconquérir un espace en conscience qui n'est plus dans avant, qui pouvait être dans faire des choses pas pour me plaire, mais pour plaire à l'autre. Et là, du coup, d'être dans le prendre soin de moi, me plaire au passage, dans le sens, ouais, moi je m'aime bien avec mon vernis, mes cheveux courts, en fait, je kiffe trop. Je savais que mes cheveux courts. De quoi? T'es trop belle. Ouais. Merci. Mais du coup, je savais que les cheveux courts, ça m'allait beaucoup mieux. Et du coup, en fait, c'est ce qu'on partageait, toi et moi, parce que là, je vais raser mes cheveux avant que la perte... Enfin, j'espère qu'on va pouvoir le faire avant que la perte de cheveux arrive. Si tu m'entends, Sylvain. De pouvoir me raser la tête, en fait, avant que la perte de cheveux arrive, pour pas avoir à vivre ça, parce que je n'ai pas envie de le vivre. Mais bon, si je le vis, c'est OK aussi, hein, parce que tout est OK. Mais en fait, c'est de reprendre mon pouvoir, en fait, là où j'en ai, en fait, et du coup, d'y mettre du plaisir. Donc, mettre du plaisir à mettre du vernis, choisir une couleur, choisir les boucles d'oreilles, me dire comment je vais couper mes cheveux. Là, je suis en mode, ouh là là, j'ai repéré des beaux turbans, qu'est-ce que vous en pensez? Et voilà, et c'est comment, dans cet espace-là, j'y mets de l'amour de moi, de l'amour du plaisir et de la joie, en fait. Et pour moi, avant tout, pas pour les autres, en fait. Et donc ça, c'est un gros shift. Et je pense qu'en fait, ces dernières années où j'avais retiré tout ça, c'était pour revenir à c'est quoi cette énergie féminine à l'intérieur de moi, en fait. Qu'est-ce que c'est être femme, en fait? C'est quoi être une femme? Alors que je m'arrêtais à de la féminité esthétique extérieure, c'est quoi être une femme, en fait? Et après, à partir de cet espace, comment je l'exprime moi à l'extérieur aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça passe par du vernis et ça passe par des boucles d'oreilles et il y a encore plein de choses dont je ne sais pas encore que ça va être. Et c'est qui je suis au-delà de ma coupe de cheveux, qui je suis au-delà de mon vernis. En fait, c'est moi et c'est pas moi, en fait. Et avec et sans cheveux, je m'aime. Avec et sans vernis, je m'aime. Et c'est ça. Ouais. Ouais, et puis encore une fois, c'est sortir, tu vois, des dualités de pourquoi prendre soin de soi, ce serait que pour plaire à l'autre. Alors en réaction à ça, je vais tout enlever. Alors que peut-être c'est juste l'élan qui a envie de prendre soin de cette manière et que c'est juste bon dedans Ouais, c'est ça, de exactement. danser avec tout et son contraire. D'avoir Ouais, les cheveux comme ça le matin et puis d'être un peu apprêté la journée. c'est ça. Et que ça, c'est moi toujours. Derrière, c'est toujours moi, en fait. Toujours ça. Ouais, Et là, ouais, mais ça, c'est aussi la grande leçon, hein, c'est prendre soin de moi et pour moi. C'est pas juste prendre soin de moi, c'est vraiment prendre soin de moi pour moi. Pour ouais, moi, c'est important, en fait. C'est vraiment le truc que j'ai ouais. besoin d'entendre, en fait, de m'entendre dire. Hmm. Ah, c'est trop beau. Mais effectivement, je pense qu'on pourrait faire une autre heure et demie sur le féminin. Mais Féminin complètement. sacré, féminin, Mais féminisme, explorer les différentes voix, les différents regards. avec Marie-Madeleine, avec la rose. Voilà, on pourrait mettre des thèmes aussi. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit Anne Soleil, merci à vous deux de cette belle proposition spontanée d'interview. Merci pour ce cadeau. Delphine Bouton qui dit merci Caroline de partager ta traversée avec nous. Tu es d'une force exceptionnelle. Ta façon de vivre cette étape de ton chemin de vie avec autant de positivité est un magnifique témoignage. Je te souhaite de te libérer de tout ce qui te délivrera
de ces chaînes restantes pour aller vers la nouvelle Caroline encore plus libre, plus joyeuse, plus toi. Caroline qui nous dit merci de nous ouvrir ton cœur, Caroline, et merci Delphine pour ce bel espace de parole. Et Joanne, Oh non, mais en Joanne! retard, je regarderai le replay, vous êtes belle. Ah bah oui, t'arrives à la fin, Joanne. Ah, Joanne, t'étais où? C'était où? Oh, Jojo. Mais il est dit qu'on est belle, alors ça va. Ah bon. Et merci à Delphine pour. Je voulais remercier Delphine Bouton pour son message. C'est une amie alsacienne Hmm. toujours. Ils m'avaient proposé leur extracteur de jus. Et dans ces élans spontanés, en fait, ouais. Et c'est exactement. Bah, on pourra faire une autre vidéo sur le terme de la nouvelle Caroline parce que je le vis vraiment comme une renaissance. Donc, Ouais. voilà. Même Toi pas aussi. nouvelle, tu sais, ça voudrait dire, c'est Ouais, non, c'est celle une que tu as renaissance. toujours été en vérité. C'est Ouais, la Caroline. c'est Caroline qui émerge. C'est un peu la Vénus là qui sort des eaux. Ah bah, c'est ça. C'est la Vénus qui sort des eaux. Voilà. Ah, je suis en train de penser à un dessin que j'ai fait il y a très longtemps. Bon, il va falloir que je le ressorte. Avec des roses, des fleurs d'un côté, et puis tout, tout et son contraire, on a dit. C'est ça. Eh bien, merci infiniment, Caroline, pour ton authenticité, ta vulnérabilité, pour ce magnifique cadeau que tu nous offres, sans tabou. Ouais, merci. Merci à toi. Et puis, ben, on se retrouve bientôt. Merci à tous ceux qui étaient présents. Merci à tous ceux qui étaient là, vos messages. Hashtag replay. Voilà. Voilà. N'hésitez pas à laisser des commentaires, poser des questions. S'il y a des sujets que vous avez envie que j'aborde dans mes textes, en Voilà. écrit avec Delphine. Si vous avez envie qu'on fasse d'autres sessions comme ça, si Oui, bah, vous connaissez quelqu'un qui est touché de près ou de loin par le cancer, ou vous pensez que ça peut aider de contribuer à partager la vidéo, bah, on fait nos petits colibris tous à notre niveau pour grandir en conscience. Donc voilà, merci. merci.